J'ai entendu ma femme admettre qu'elle regrettait de m'avoir épousé, alors je suis parti sans rien dire. Le son de sa voix, douce et cruelle, a glissé dans l'obscurité comme une lame. Si c'était à refaire, je ne l'aurais pas épousée. J'étais à 60 centimètres, allongé, immobile, de mon côté du lit. J'ai respiré lentement, faisant semblant de dormir, tandis que ma femme déversait ses secrets dans son téléphone à 1h17 du matin. Elle pensait que j'étais endormi. Elle a toujours cru que je dormais comme une bûche après que mes médicaments contre la migraine aient fait effet. La vérité, c'est que j'avais arrêté de les prendre 3 semaines auparavant, depuis que les murmures avaient commencé. Non. Pas d'elle, mais de mon intuition. Mon intuition criait depuis des semaines. Cette nuit-là, cependant, ce murmure, ce n'était pas un cri. C'était une confirmation. Je suis resté immobile, à écouter. Non pas parce que je suis courageux, mais parce que je suis le genre d'homme qui s'accroche à chaque dernier fil, même quand il l'étrangle. Je ne sais pas. Je pensais qu'il y aurait plus. Ce n'est pas comme si c'était une mauvaise personne. Il n'est juste pas ce que je voulais à long terme. Pas ce qu'elle voulait à long terme. Nous avions fait nos impôts ensemble il y a 12 jours. Elle avait choisi les meubles de notre salon. Elle avait décoré notre couloir avec des polaroïds de notre lune de miel au sourire forcé en Oregon. Elle m'avait appelé, chérie, 5 heures seulement avant ce murmure. Mais maintenant, soudain, j'étais une erreur temporaire qu'elle ne pouvait pas retourner. Je voulais me lever. Je voulais allumer la lampe, la faire à soirée. Lui demander qui diable elle pensait être. Mais au lieu de cela, j'ai fixé le mur et mémorisé les fissures dans la peinture. Je ne suis pas courageux. Je ne suis pas du genre à confronter. Je ne fais pas de scène, je ne crie pas. J'écris des notes d'excuses même quand je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. J'ai secrètement cherché sur Google. Comment être plus excitant? Vous savez quoi d'autre j'ai fait? Je lui ai fait du café tous les matins pendant les 6 dernières années. J'ai chauffé son côté de la voiture en hiver. J'ai repassé ses chemisiers de conférence pendant qu'elle dormait. Et apparemment, rien de tout cela ne me rendait, à long terme. J'ai attendu que sa respiration change et que la lumière de son téléphone diminue. Puis je me suis levé. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, mais tranquillement, lâchement même. J'ai attrapé un sac de sport dans le placard du couloir, celui qu'elle n'utilisait jamais. J'ai emballé 2 jeans, 3 chemises et mon passeport. Pourquoi mon passeport? Je ne sais pas. Cela me semblait symbolique. J'ai laissé ma bague sur la table de la cuisine, à côté de la pêche à moitié mangée qu'elle n'avait pas terminée ce matin-là. Pas de mots. Pas de SMS. Juste cet anneau de métal et la certitude qu'elle se réveillerait dans un espace vide. Où j'aurais dû être, et peut-être qu'elle ne broncherait même pas. Le fait est que je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais engourdi. Mais cet engourdissement, il n'allait pas durer. Je n'ai pas été loin cette nuit-là. Juste un motel minable, à 16 km de la ville, qui sentait le moisi et le désodorisant qui tentait de le masquer. Je me suis assis là, sur un matelas grumeleux, à fixer le mur comme s'il avait des réponses. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'arrêtais pas de penser, elle l'a dit si négligemment, comme si elle parlait d'avoir commandé le mauvais café. Comme si effacer notre mariage était un léger inconvénient qu'elle pourrait corriger la prochaine fois. Mon téléphone est resté silencieux. Elle n'a pas remarqué mon départ avant le matin. Et même là, pas de panique, pas d'appel manqué, pas de « Où es-tu ?» Juste un SMS à 8h03, tu es parti tôt. Travail? Je l'ai regardé pendant 10 bonnes minutes avant de répondre. Oui, appelle tôt. Lâche. C'est ce que je suis.
Même après l'avoir entendu murmurer qu'elle regrettait de m'avoir épousé, j'ai quand même répondu comme si de rien n'était. Comme si je n'avais pas déjà fait ma valise et disparu dans la nuit. Mais je n'étais pas prêt à la confronter. Pas encore. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de la preuve que je n'imaginais pas les choses. Alors j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Je suis resté loin, mais j'ai commencé à surveiller. Cette nuit-là, je me suis garé en face de notre appartement dans une voiture de location qu'elle ne reconnaîtrait pas. Les lumières étaient allumées. Des ombres se déplaçaient à l'intérieur. À exactement 18h44, un homme est apparu. Grand, confiant, habillé. Comme s'il venait de quitter son travail dans une agence de publicité ou quelque chose d'aussi prétentieux. Elle a ouvert la porte, portant cette robe d'été. Celle qu'elle n'avait pas portée depuis 2 étés, celle qui, selon elle, lui faisait trop jeune maintenant. C'est drôle comme elle lui allait soudainement parfaitement. Ils ne se sont pas embrassés, pas à ma connaissance, mais la façon dont elle le regardait, je ne l'avais pas vu me regarder comme ça depuis la première année. Elle a incliné la tête quand il a parlé, a touché son bras quand il a ri. Je suis resté assis dans l'obscurité, mâchant une barre granola écrasée de ma boîte à gants comme si c'était mon dîner, regardant ma femme jouer les hôtesses pour quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, mais que je détestais déjà. Ils sont restés à l'intérieur pendant près de 3 heures. Puis il est parti. Pas d'adieu à la porte, pas de câlin prolongé, juste une sortie nette. Mais j'ai remarqué quelque chose alors qu'il passait devant la fenêtre. Il avait laissé sa veste, et Addison n'a pas couru après lui pour la lui rendre. Je suis parti, l'estomac noué, la tête qui tournait. Était-il juste un ami? Un collègue? Ou était-il la personne à qui elle s'était confiée à 1h17 du matin? Je n'ai pas beaucoup dormi, et le lendemain matin, j'ai fait quelque chose d'encore plus bas. Je suis retourné à l'appartement pendant qu'elle était au travail. J'avais toujours ma clé. Elle n'avait jamais pris la peine de changer. Les serrures, pas encore. Je n'ai rien touché. Je suis juste allé dans la chambre et j'ai regardé notre lit, essayant d'imaginer s'il y avait été. Puis je l'ai vu, son agenda. Elle n'utilisait jamais de calendrier numérique, elle aimait écrire les choses. Je l'ai ouvert. Pour vendredi, dans 2 jours, en écriture cursive. Soigné, dîner via à 7 heures. Et en dessous, légèrement griffonné au crayon. Hôtel. Hôtel, point d'interrogation. Soit elle y pensait, soit elle le faisait. Déjà. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai laissé ce mot brûler dans mon cerveau. Ce n'était pas une confirmation, pas encore, mais c'était la première fissure dans le barrage, et j'avais fini de réparer les choses. Elle regrettait de m'avoir épousé. Elle n'avait aucune idée de ce que signifiait même le regret. Mais elle était sur le point d'apprendre. Le vendredi est arrivé plus vite que je ne l'attendais. J'ai dû lire et relire ce seul mot dans son agenda, hôtel. 100 de fois. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais gravé en rouge dans mon cerveau comme une sorte d'avertissement silencieux. Je n'ai pas mangé. J'ai à peine dormi. Je ne suis pas retourné au travail. Je leur ai dit que j'avais une urgence familiale et j'ai éteint mon téléphone professionnel. La seule chose qui m'importait maintenant était de découvrir la vérité. Pas seulement pour la satisfaction. Bien que, oui, j'avoue que je voulais la prendre sur le fait. Mais parce que j'avais besoin de savoir si les 6 dernières années de ma vie avaient été une grande performance et que j'étais le seul à penser que c'était réel. J'ai réservé une chambre dans le même hôtel qui était griffonné dans son agenda. Je ne savais pas si c'est là qu'ils iraient. Elle n'avait jamais écrit le nom. Juste, hôtel. Mais j'ai choisi celui le plus proche de notre appartement, avec un parking privé et suffisamment d'intimité pour accueillir le genre de nuit qu'elle
prévoyais, je le craignais. Je me suis enregistré tôt, me suis assis sur le lit, les rideaux tirés, et j'ai regardé le parking comme une épave nerveuse avec un télescope à la place du cœur. Je ne savais même pas ce que je cherchais. Lui. Elle. Les deux ensemble? À 18h58. Une berline gris foncé est arrivée. Je connaissais cette voiture. Je l'avais vue. Il y a 2 nuits quand il avait quitté chez elle. Il est sorti, veste à la main. Celle qu'il avait oubliée et a regardé autour de lui comme s'il vérifiait si quelqu'un le regardait. Je me suis glissé de la fenêtre comme un lâche, le cœur battant à tout rompre. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. C'était en train d'arriver. 2 minutes plus tard, elle est arrivée. Ma femme. Addison. Portant la même robe d'été. Ses cheveux bouclés. Maquillage parfait. Ongles fraîchement faits. Elle s'est garée à 3 places de lui, est sortie et a marché vers le hall. Comme si c'était normal. Comme si c'était un dîner décontracté et non la trahison de toute une vie. Ils ne sont pas arrivés ensemble. Bien sûr que non. Il faut sauver les apparences, n'est-ce pas? J'ai attendu 15 minutes, puis j'ai agi. Je n'ai pas fait irruption. Je n'essayais pas de devenir viral en temps que Marie dérangée qui débarque dans une chambre d'hôtel avec un téléphone portable et une crise de nerfs. Je voulais juste savoir dans quelle chambre il était. Je suis allé à la réception et j'ai fait l'idiot. J'ai dit que je devais retrouver ma femme et que j'avais oublié le numéro de la chambre. La réceptionniste a souri et a demandé son nom. Quand je le lui ai donné, elle a hésité, puis a montré l'ascenseur. Chambre 312, a-t-elle dit. Elle vient de s'enregistrer avec quelqu'un. Juste comme ça. J'ai pris les escaliers. J'avais besoin de plus de temps pour savoir si j'allais vraiment faire ça. Je me sentais malade, étourdi, mais j'ai monté les 3 étages comme on entre dans un bâtiment en feu, et je suppose que c'était le cas. J'ai atteint le couloir et j'ai marché lentement jusqu'à la porte. Je n'ai pas frappé. Je suis juste resté là, à écouter. Des rires. 2 voix. Des vers qui s'entrechoquaient. Puis le silence. Puis de la musique. Un truc jazzy et discret. Qu'elle aimait mettre pendant les dîners. J'ai reculé. Je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais pas la confronter. Pas encore. J'étais toujours le même idiot qui lui préparait du thé quand elle avait une mauvaise journée. Toujours l'homme qui s'excusait pour des choses que je n'avais même pas faites. Je n'avais pas la force de la voir avec lui, mais j'avais quelque chose de mieux. J'avais du temps. Alors, je suis retourné à la réception, calme comme un cadavre, et j'ai dit que j'avais oublié quelque chose à l'étage, mais que je ne voulais pas interrompre sa soirée. La réceptionniste a souri à nouveau, et c'est là que j'ai posé la question qui a tout changé, et avez-vous des caméras de sécurité dans les couloirs? J'ai laissé tomber mon portefeuille la dernière fois que j'étais ici. Je me demandais juste si vous pourriez voir si quelqu'un l'avait ramassé. Elle a hésité. Oui, nous en avons, a-t-elle dit lentement. Pourquoi? J'ai souri. Je demandais juste. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. Parce qu'au moment où j'ai quitté l'hôtel, je savais ce que j'allais faire. Je n'allais pas seulement la prendre sur le fait. J'allais m'assurer qu'elle se verrait s'effondrer. Morceau par morceau. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté étrange et maladive. Plus de va-et-vient. Plus de pleurs dans la voiture ni de regards fixes sur des murs. Vide comme un fantôme. Je savais exactement ce que j'allais faire. Et pour une fois, ce n'était pas supplier, ni confronter, ni implorer des réponses qu'elle ne donnerait jamais. Honnêtement de toute façon. Il était temps qu'elle ressente ce que j'avais ressenti, doucement,
lentement, comme une corde se resserrant autour de la version d'elle-même qu'elle essayait de garder cachée. J'ai commencé par changer les mots de passe. Le compte bancaire joint, bloqué. Notre stockage de photos en ligne, le mien maintenant. J'ai téléchargé chaque souvenir que nous avions jamais mis en ligne. Anniversaire, voyage à la plage. Anniversaire de mariage, ce stupide cours de cuisine où nous portions des tabliers assortis. J'ai tout stocké sur un disque privé et j'ai complètement supprimé son accès. Elle ne l'a pas remarqué, pas encore. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. Sa tête était ailleurs, après tout. Je ne lui avais toujours pas parlé. Elle ne savait même pas que j'étais vraiment parti. Je veux dire, bien sûr. J'avais envoyé quelques SMS, occupé au travail, pour sauver les apparences. Mais je ne l'avais pas regardée dans les yeux depuis 3 jours. Je pense, au fond d'elle, qu'elle aimait ça. Une liberté sans culpabilité. Aucune explication requise. Mais elle allait découvrir ce que ça faisait quand quelqu'un vous échappait sans un bruit. 2 nuits après l'hôtel, j'ai envoyé un message à la réception depuis une adresse email temporaire. Je leur ai dit que je menais une enquête de fond privée pour un client d'entreprise et que j'avais besoin d'une confirmation d'occupation pour la chambre 312 à cette date. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais 30 minutes plus tard, je l'avais. Oui, une Miss Addison. Palmer s'était enregistrée avec un invité masculin le vendredi soir, enregistré sous occupation conjointe, payé en espèces. Payé en espèces. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais elle a commis une erreur. Elle a utilisé son vrai nom. J'ai transféré la confirmation à moi-même et je me suis penché en arrière, fixant l'écran comme si je regardais une explosion au ralenti. Voilà, la preuve, noir sur blanc, plus de, peut-être. L'étape suivante était le message. Je ne l'ai pas envoyé à elle. Je l'ai envoyé à lui. Je ne connaissais même pas son nom, mais Addison avait la mauvaise habitude de taguer son groupe d'amis dans des photos de groupe sur les réseaux sociaux, et un visage n'arrêtait pas de réapparaître au cours des 6 derniers mois, un gars nommé Tat, propre sur lui. Du genre à faire des selfies à la salle de sport. Un de ces gars avec une barbe parfaitement soignée et des légendes comme « lever, bosser, recommencer ». J'ai créé un nouveau compte, lui ai donné l'apparence d'un bot spam, pas de vrai. Non, juste un compte temporaire sans photo de profil. Ensuite, je lui ai envoyé la confirmation de l'hôtel, suivie d'une seule phrase, elle a dit que tu étais spécial. Tu n'es pas le seul. Il l'a lu en moins de 3 minutes, n'a pas répondu, ne m'a pas bloqué, mais je savais exactement ce que ce silence signifiait. Le lendemain matin, Addison m'a envoyé un SMS à 7h22. Et, au hasard, mais as-tu utilisé le compte d'épargne? Il y a un verrou dessus. Suivi de, aussi, quand rentres-tu ce soir? J'ai regardé les messages et je n'ai absolument rien ressenti. Elle glissait, et je n'avais même pas encore abordé le pire, car ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais pris plus que les photos. J'avais pris son téléphone de secours, celui qu'elle gardait dans le tiroir de son bureau pour le travail. J'avais toujours respecté sa vie privée, jamais touché, jamais fouillé, mais c'était avant qu'elle ne choisisse les mensonges plutôt que la loyauté. Et ce que j'ai trouvé sur ce téléphone, disons simplement que ce n'était pas seulement Tat. Ce n'était pas seulement une nuit. Je n'avais même pas l'intention de prendre le téléphone de secours. C'était un réflexe, vraiment. J'étais allé dans son bureau pour prendre des papiers, quelque chose pour occuper mes mains avant de faire une bêtise, et là. Il était, à moitié enfoui sous une pile de courriers non ouverts, son téléphone de travail. Je le fixais comme s'il était en train de tiquer. Elle ne l'utilisait jamais devant moi, affirmant toujours qu'il servait au logiciel de gestion de projet et aux réunions à distance. Elle ne le verrouillait jamais non plus,
Peut-être parce qu'elle pensait que je ne regarderais jamais. Elle avait raison, jusqu'à maintenant. Quand je l'ai allumé, mon cœur a littéralement battu comme si je pénétrais dans un coffre-fort, mais il s'est ouvert. Pas de code, juste l'écran qui s'est allumé. Avec un fond d'écran d'une vue de montagne que je n'avais jamais vue auparavant. La batterie était faible, comme s'il était éteint depuis des jours ou des semaines, mais dès qu'il s'est connecté au Wi-Fi, les messages ont commencé à affluer. Différents noms, différentes tonalités, différentes applications. Un a attiré mon attention en premier, un fil de discussion intitulé « T croissant de lune » sur Signal. Ces messages étaient roses. Les siens étaient bleus. J'ai fait défiler à nouveau, et j'ai continué à faire défiler. Cela remontait à près de 11 mois, presque un an. Des dizaines de messages de fin de soirée, des blagues d'initiés que je ne comprenais pas, des notes vocales. Et puis, la partie qui m'a tordu l'estomac, des photos d'elle, de lui. Ensemble. Des restaurants, des chambres d'hôtel, une à un concert, Addison. Portant ma chemise en flanelle. Ma chemise. Mais ce n'était pas seulement lui. Il y avait un autre fil, puis un autre, puis un intitulé « Départ avion à Vegas ». J'ai compté 4 hommes différents, chacun avec des schémas différents, des styles de conversation différents. L'un d'eux lui a envoyé de l'argent. Un autre lui a envoyé des listes de lecture. Un l'appelait « M », pas « A », pas Addison, juste « M », comme si c'était un code privé entre eux. Je suis resté assis là, lisant tout en silence, clignant des yeux à travers des larmes que je refusais de laisser couler. Ce n'est pas la tromperie qui m'a anéanti. C'est la façon dont elle était entraînée, la facilité avec laquelle elle semblait jongler avec eux, comme si c'était juste de la routine. Elle avait des vies parallèles entières, des plans secrets, une version d'elle-même que je n'avais jamais rencontrée. Je pensais avoir épousé quelqu'un d'un peu distant. Peut-être agité, mais ce que j'avais réellement épousé était une femme qui portait une nouvelle personnalité comme du maquillage, selon qui elle divertissait ce jour-là. Pendant un moment, je suis resté assis par terre, le téléphone toujours lumineux. Entre mes mains, entouré de papiers et de questions sans réponse. Je ne savais pas qui être, l'homme enragé prêt à l'exposer, ou le pauvre imbécile trop effrayé pour admettre qu'il avait dormi à côté d'une étrangère. Puis quelque chose a changé en moi. J'ai commencé à enregistrer tout l'écran, chaque message. Chaque image, chaque mémo vocal enregistré. J'ai tout catalogué et enregistré dans un nouveau dossier sur mon ordinateur. Portable, réalité. C'est mon assurance maintenant, car pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Elle ne me trompait pas seulement. Elle m'utilisait comme fondation pendant qu'elle expérimentait des vies qui ne m'incluaient pas. Et cela signifiait qu'elle deviendrait négligente. Elle l'avait déjà été. Et j'allais exploiter cette négligence. Elle ne savait toujours pas que je regardais, que j'écoutais, que je rassemblais des preuves. Alors, j'ai recommencé à lui répondre. Avec légèreté, même, de façon ennuyeuse. Désolé, super débordé. J'ai juste besoin de quelques jours. De plus ici. Ne m'attends pas. Elle a répondu en quelques secondes, tu me manques. Je cuisine ce soir. Peut-être qu'on peut parler. Parler? Bien sûr. De l'homme avec qui elle allait prendre le dessert après mon départ. Mais je n'ai pas répondu. J'avais autre chose à faire. J'ai imprimé 3 captures d'écran. Juste 3. Soigneusement choisies. Rien d'explicite. Juste assez pour susciter des questions. Une discussion avec Tat. Un paiement de l'homme de Denver. Et un d'eux. Ces SMS où elle disait, je ne peux juste plus faire semblant avec lui. Je me sens engourdi quand je suis à la maison. Puis je les ai envoyés par là. Poste. Pas à elle.
À ses parents. Je n'ai pas vérifié le numéro de suivi de manière obsessionnelle. Je savais exactement quand l'enveloppe arriverait chez ses parents parce que j'avais chronométré. J'ai payé un supplément pour une livraison le lendemain matin, m'assurant qu'elle atterrirait dans leur boîte aux lettres alors qu'elle devait être à son club de lecture ou à l'heure de fantaisie qu'elle jouait cette semaine-là. J'ai imaginé sa mère ouvrant cette épaisse enveloppe crème dans leur cuisine. Ensoleillée. Souriant au début parce que ça ressemblait à une carte. Peut-être quelque chose de doux de sa fille parfaite. Puis le silence. L'attente. Le changement dans l'air. 3 captures d'écran. Soigneusement imprimées. Agrafées. Pas de mots. Pas d'adresse de retour. Juste des images qui en disaient. Plus qu'une lettre ne le pourrait jamais. Je n'avais rien à expliquer. Ces mots étaient déjà là, parlant pour moi. Ça. Trahison. Écrite de sa main. Sur son appareil. Par sa voix. J'imaginais son père. Tenant les photos d'une main tremblante. Il m'a toujours apprécié. Il a toujours dit que j'étais le genre d'homme avec qui une fille pouvait construire une vie. Maintenant, il saurait ce qu'elle avait fait de cette vie. Je n'ai eu de nouvelles de personne pendant 2 jours. Rien d'elle. Pas de SMS. Étrange, pas d'appel, pas de changement de ton. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être surestimé l'impact. Peut-être qu'il ne l'avait pas ouvert. Peut-être qu'il pensait que c'était une farce. J'ai commencé à douter de moi. À me demander si ça en valait même la peine. Puis, le 3e jour. À 18h51. Mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran. Je n'ai pas répondu. Je voulais le faire. Mes doigts planaient, le cœur battant, mais j'ai attendu. J'ai laissé la boîte vocale prendre le relais. 10 secondes plus tard, un autre appel. Puis un SMS, appelle-moi maintenant. Puis, je ne sais pas ce que tu penses faire, mais tu as dépassé les bornes. Oh, donc il l'avait ouvert. Un autre message a suivi, tu dois rentrer à la maison. Nous devons parler. Immédiatement. Pourtant, je n'ai rien dit. Ce même soir, j'ai vérifié le réglage de localisation partagé qu'elle avait oublié que nous avions activé lors de notre randonnée l'automne dernier. Son point était chez ses parents. Elle y est restée 2 heures. Puis elle a conduit jusqu'à l'appartement. Puis, pour la première fois en 4 jours, elle a ouvert l'application localisée mon appareil, se demandant probablement si j'étais toujours dans l'état. Je l'ai vu localiser ma dernière position connue. Dommage que j'ai déjà éteint mon appareil. Cela a dû lui tomber dessus alors. Je n'étais pas seulement en colère. J'étais parti. Le lendemain matin, je me suis connecté au compte joint. Elle a essayé de transférer de l'argent. 4 virements vers un nouveau compte d'épargne à son nom. Tous refusés. J'avais déjà supprimé ses autorisations. Elle ne pouvait pas toucher un centime. Pas sans moi. À 10h04, j'ai reçu un long message. Il était désespéré et étrangement répété en même temps. Je suis désolé pour tout, a-t-elle écrit. Je sais que j'ai été distante. Je sais que tu souffres. Pouvons-nous nous asseoir comme des adultes et en parler? Nous n'avons pas à tout jeter à cause d'erreurs. Erreur, au pluriel. Elle l'a enfin admis. Pourtant, je n'ai pas répondu. J'avais déjà 3 coups d'avance. Car pendant qu'elle écrivait ses excuses, j'étais assis en face d'un avocat. J'avais déjà déposé la plainte en silence, sans drame, sans annonce, juste un dépôt propre et glacial avec chaque preuve numérique cataloguée dans un dossier soigné. Je me suis assuré qu'elle ne le verrait pas venir. La seule chose que j'ai laissée inachevée était la lettre que j'avais l'intention de lui remettre. Moi-même, personnellement, directement, de la manière la plus dramatique mais contrôlée possible, car je n'en avais pas encore fini. Pas avant qu'elle ne me
regarde dans les yeux et ne réalise que ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de lui montrer exactement ce que l'on ressent quand on regrette. Je me suis présenté à notre appartement 2 jours plus tard, sans prévenir. Juste après midi. Je savais qu'elle serait à la maison. Sa voiture était garée de travers, comme si elle avait dérapé sur la place, paniquée. Les rideaux étaient ouverts et, à travers la fenêtre avant, je pouvais la voir faire les 100 pas. Les cheveux en désordre, sans maquillage, un sweat à capuche qui ne correspondait pas à la personne qu'elle s'efforçait d'être en public. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais en contrôle. C'était un pouvoir silencieux, et il faisait trembler mes jambes alors que je montais ces escaliers, non pas par peur, mais parce que je savais que c'était la partie de l'histoire où tout se fissurait. Elle a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Everett, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que mon visage ait l'air si calme. Je suis passé devant elle sans dire un mot, j'ai marché directement vers la cuisine et j'ai laissé tomber une enveloppe Kraft sur le comptoir. Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle le savait déjà. Pourquoi? Ai-je finalement dit, un seul mot, plat, honnête, pas en colère, pas triste? Juste épuisé. Elle a cligné des yeux, puis a croisé les bras. Tu m'as pris par surprise. Tu as envoyé ces ordures à mes parents. Tu n'avais aucun droit. J'avais tous les droits, les jeux coupés. Tu ne peux pas tromper ton mari avec 4 personnes différentes et te poser en victime quand ça te coûte enfin quelque chose. Elle a tressailli, juste un peu. Puis elle est redevenue la version d'elle que j'avais fini par détester, la version polie et manipulatrice qui transformait toujours le blâme en boomerang. Tu étais désintéressé depuis des années, Everett. Tu vivais dans des tableurs et des courses. Tu as facilité le fait de regarder ailleurs. Cette partie a fait mal. Pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était répété. Elle s'était raconté cette histoire tellement de fois qu'elle y croyait. Probablement. Comme si sa trahison était une réaction naturelle à ma médiocrité. J'étais ennuyeux, ai-je dit en hochant la tête. Sûr. Stable. Tu as dit à ta sœur que tu regrettais de m'avoir épousé. Je l'ai entendu. J'étais juste là. Sa bouche s'est ouverte puis s'est refermée. J'ai souri. Ce n'était pas gentil. Tu l'as murmuré comme si c'était une blague. Je me tenais là, brosse à dents à la main, réalisant que toute ma vie était devenue un bruit de fond. Elle s'est assise, soudain silencieuse. Comme quelqu'un qui n'avait finalement plus d'angle. Je ne le pensais pas, a-t-elle dit. Je me défoulais. On ne jette pas un mariage pour se défouler, ai-je dit. On le jette quand on choisit de mentir encore et encore. Quand on remplit le lit que j'ai chauffé pour vous deux. Secret. Quand on construit de nouvelles vies au lieu de réparer celles que nous avons construites. La pièce était lourde, silencieuse. Puis j'ai sorti la dernière enveloppe. Plus petite, plus soignée. Je l'ai fait glisser sur la table. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, les yeux plissés. Projet final de la demande de divorce. Signé par moi. Non contesté. Tous les actifs numériques documentés. Compte bancaire séparé. La seule chose que j'ai laissée à ton nom, c'est le canapé depuis lequel tu m'as menti. Elle l'a regardé comme si c'était du poison. Tu ne vas même pas te battre pour ça? J'ai ri. Amèrement, brisé et fatigué. Tu t'es battu contre ça dès l'instant où tu as dit oui. Tu pensais juste que je serais trop lâche pour le remarquer. Puis je me suis retourné, je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, elle n'a pas appelé mon nom. Elle n'a pas supplié. Mais 10 minutes plus tard, alors que j'étais assis dans la voiture en bas de la rue, mon téléphone s'est allumé.
Un message. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne sais pas qui je suis sans toi. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Et pour une fois, je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas répondu à son message. Je n'en avais pas besoin. L'homme dont elle se souvenait, celui qui cédait toujours, qui s'excusait le premier, qui essayait de réparer ce qui n'était pas sa faute, cet homme avait finalement quitté les lieux. Elle n'a juste pas reconnu le silence. Elle pensait que le silence signifiait hésitation, mais cette fois, cela signifiait le contraire. Cela signifiait la liberté. Je suis resté chez mon frère quelques semaines après cela. Il ne m'a pas posé beaucoup de questions, il m'a juste tendu une clé de rechange et a dit: reste aussi longtemps que tu en as besoin. Je pense qu'il savait. Pas les détails, mais le sentiment. Cet épuisement profond d'avoir tout donné à quelqu'un qui vous considérait comme un remplaçant au lieu d'un partenaire. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux. Je n'ai pas espionné ses messages. Je suis resté silencieux, vraiment silencieux. Et dans ce silence, quelque chose d'étrange s'est produit. J'ai commencé à me souvenir de moi-même. Pas la version Marie de moi, pas le personnage secondaire qu'elle m'avait transformé. Mais le vrai moi. Celui qui écrivait de la musique. Celui qui courait le matin et ne se sentait pas comme un fantôme dans son propre corps. J'ai repris ma guitare après presque 4 ans. Les cordes étaient poussiéreuses. Mes doigts étaient raides. Mais la seconde où j'ai gratté un accord qui sonnait comme quelque chose de réel, j'ai pleuré comme je ne l'avais pas fait depuis le jour où je l'ai entendu murmurer qu'elle regrettait de m'avoir épousé. Pas à cause d'elle, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais pas seulement perdu une femme. J'avais perdu moi-même en essayant de la garder. C'était vers la 4e semaine quand j'ai rencontré quelqu'un. Non, pas comme ça. Pas romantiquement. Juste une femme qui s'est assise à côté de moi dans un café. Pendant que je tenais un journal. Elle a complimenté mon écriture, a dit que ça ressemblait à des paroles de chansons. Il s'est avéré qu'elle était éditrice freelance et travaillait avec des musiciens indépendants. Nous avons parlé pendant 3 heures. Pas de chagrin. Pas de trahison. Juste d'idées, de livres, de rêves bizarres, de films stupides. Et pour la première fois, je n'ai pas eu l'impression de devoir expliquer qui j'étais. J'étais juste. Addison a essayé de me contacter à nouveau. 2 autres emails. Un long, un court. Les 2 se lisaient comme quelqu'un qui réalisait lentement le coût de ses actions. Je les ai archivés. Pas de réponse. Mon avocat a tout réglé. Propre, simple. Les meubles, l'appartement, les photos de mariage. Tout lui est resté. Je ne voulais pas de souvenir d'une performance. J'ai déménagé dans une petite maison de location à la périphérie de la ville. Rien de chic, mais elle a des fenêtres qui captent la lumière du matin et un jardin qui sent le pin. J'ai acheté de nouveaux draps, j'ai recommencé à cuisiner. Pas pour quelqu'un d'autre, pour moi. Le premier dîner que j'ai fait, je l'ai présenté comme une œuvre d'art, juste pour le plaisir. Un soir, j'ai ressorti mon vieux carnet de chansons et j'ai griffonné quelque chose qui me semblait juste. Une phrase à laquelle je n'avais pas pensé consciemment. Elle a juste coulé. Elle murmurait son regret pendant que je gisais à ses côtés. Maintenant je dors en paix, où aucun mensonge ne me suit. Ce n'est pas brillant, mais c'est à moi. Et maintenant, tout le reste dans ma vie l'est aussi. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite pas de douleur. Je ne lui souhaite plus rien du tout. Parce que la meilleure vengeance est de se souvenir enfin de qui l'on est et de ne jamais revenir à la personne qui vous a fait oublier.